Vous allez découvrir autour de cas concrets et des retours d'expérience de nos clients les clés de la réussite d'un événement d'un point de vue sanitaire et sécuritaire. Nos deux intervenants pour ce webinaire sont Charline Gélin, responsable sécurité régionale chez International SOS, et le Dr Arnaud De Rossi, directeur médical régional chez International SOS. Ils vont vous donner des pistes de réflexion sur comment assurer la santé et la sécurité lors d'événements. Le terme événement est en effet vraiment vaste. Arnaud, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les différents types d'événements? Alors, les événements sont effectivement très variables dans leur dimension, dans leur localisation géographique, dans leur durée, et donc dans les risques intrinsèques et extrinsèques auxquels sont exposés les participants. On trouve en effet toutes sortes d'événements maintenant à travers le monde, que ce soit une réunion d'une dizaine de VIP ou de VIP, que le rassemblement de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes, que ce soit en France, par exemple, comme mentionné ici, un challenge sportif interne en région parisienne, ou à l'étranger, dans des pays développés, salons professionnels aux États-Unis, par exemple, ou bien dans des environnements beaucoup plus complexes, dans des pays émergents, avec des problématiques et des contraintes qui vont être totalement différentes. Merci Arnaud. Maintenant que nous avons vu les différents types d'événements sur lesquels vous pourriez avoir une influence dans votre société, à votre avis, Charline et Arnaud, quelles sont les problématiques à prendre en compte lors de l'organisation d'événements? Alors, il y a trois grands types de problématiques. Tout d'abord, des aspects réglementaires et juridiques. Ensuite, le fait de s'assurer de façon efficace de la santé et de la sécurité des participants à ces événements. Et enfin, bien évidemment, tout mettre en œuvre pour que l'événement se déroule sans encombre et surtout sans qu'il ne soit perturbé ou interrompu, ce qui est une des attentes clés des organisateurs de ces événements. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Alors, il y a tout d'abord les aspects réglementaires et juridiques. Les mesures prises lors de l'organisation d'un événement doivent clairement prendre en compte les contraintes ou les engagements relatifs au duty of care. Il s'agit ici d'un engagement moral, mais aussi d'un engagement légal de l'entreprise, et il est fondamental de le prendre en compte. Ensuite, en fonction des pays, il peut exister des dispositions légales qui vont imposer tel ou tel dispositif de secours ou organisation mise en place, en fonction du nombre de participants ou de l'événement organisé. Il va falloir les prendre en compte. Par exemple, en France, au-delà de 1000 participants, il va être imposé un dispositif de secours, quel qu'il soit. Enfin, l'assurance de l'entreprise peut parfois imposer, en fonction de la qualité des participants, ou en fonction du type d'événement, telle ou telle disposition qui va permettre de limiter les risques. Là également, il va falloir interroger les assurances ou la direction des assurances pour s'assurer qu'il n'existe pas de telles dispositions. Tous ces éléments sont d'ailleurs d'autant plus à prendre en compte lorsque les participants vont être haut placés dans la hiérarchie de l'entreprise. Et d'ailleurs, on remarque aujourd'hui que peu d'organisations considèrent que leur politique voyage ou même leur système de gestion du risque voyage ne prend pas en compte les risques spécifiques liés aux événements ou aux séminaires et qu'elles se concentrent exclusivement sur le voyage d'affaires. Donc la plupart du temps, cela est dû au fait qu'il est difficile de savoir qui est responsable de la supervision des mesures de sûreté à mettre en place, en particulier lorsqu'on pense aux événements extérieurs à l'organisation. On considère également que les règles s'appliquant au voyage d'affaires standard vont aussi s'appliquer au département événementiel ou communication et aux participants de ces événements. De ce fait, lorsque l'entreprise va inviter des collaborateurs extérieurs, elle pourrait présupposer que ceux-ci vont appliquer leur propre politique sûreté et surtout qu'ils en ont une. Il est donc nécessaire d'avoir, si ce n'est une politique de gestion des événements, externes et internes, au moins un chapitre dédié, car certains points ne sont pas toujours traités dans la politique sûreté, s'il y en a une. Par exemple, il peut être parfois plus difficile de faire respecter un nombre maximum de personnes dans le même avion ou train lorsqu'on organise un voyage d'entreprise ou un séminaire. De la même façon, pour les événements organisés par une organisation extérieure, il est souvent compliqué d'interroger les mesures de sûreté qui seront mises en place par cette organisation. La première étape pour l'entreprise est donc d'avoir un suivi des différents événements où se rendent ses collaborateurs. Et dans tous les cas, il est difficile d'établir les responsabilités de chacun dans ce suivi et dans la mise en place des règles de sûreté. Dans le cadre d'événements, sont souvent impliqués le manager direct qui va valider la participation à l'événement et le déplacement du collaborateur,
le responsable voyage ou l'agence de voyage qui va s'occuper de la réservation, le département communication ou marketing pour les événements organisés en interne, les organisateurs de l'événement ou de sociétés s'occupant de la logistique, notamment dans le cadre d'événements regroupant un large nombre de personnes, que ce soit un séminaire ou un voyage d'entreprise, et enfin, le responsable sûreté ou équivalent en fonction des organisations. Or, on se rend compte que la définition des responsabilités est cruciale pour la prochaine étape, qui va être la définition des rôles de chacun. En effet, organiser un événement nécessite la mise en œuvre de moyens importants afin de s'assurer que les mesures de gestion des risques soient adéquates, qu'il s'agisse d'un événement organisé localement ou à l'étranger. Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche proactive, notamment en identifiant les principaux risques sûreté auxquels seront confrontés les participants, et cela nécessite de mener un audit du lieu de l'événement, de l'hébergement des collaborateurs bien sûr, mais aussi de la ville en général, afin d'en avoir une bonne compréhension, et de l'environnement sécuritaire, donc le risque criminel, terroriste, risque de troubles sociaux ou de catastrophes naturelles, mais aussi la qualité des infrastructures, l'organisation du site en lui-même et les risques liés à ce site. Dans la plupart des pays, il sera également recommandé de se mettre en relation avec les forces de sécurité locales qui seront impliquées, de près ou de loin, dans la sécurisation de l'événement. À l'étranger, et en particulier dans des pays à risque moyen ou élevé, nous recommandons bien sûr d'être en contact avec les représentations diplomatiques qui peuvent également conseiller des mesures ou des prestataires, voire des lieux à privilégier. Cela est particulièrement important si plusieurs nationalités sont présentes sur le site de l'événement, évidemment. Un arbre de prise de décision doit être défini en amont avec un plan de gestion des incidents qui est crucial lorsque plusieurs organisations sont impliquées. Il faut ensuite s'assurer que les participants seront, autant que faire se peut, à l'abri des risques médicaux ou d'ordre sanitaire, et en particulier réfléchir à un certain nombre d'aspects et de problèmes auxquels on peut être confronté. Quant aux solutions, on les détaillera un petit peu plus tard. Tout d'abord, il faut connaître ou reconnaître l'environnement auquel on va être exposé. Quels sont, par exemple, les risques infectieux présents sur place? Le plus classique étant le risque palustre, le paludisme. Est-ce que localement, par exemple, il y a du paludisme? Est-ce que les participants à l'événement qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager dans ces environnements savent comment s'en prémunir? Comment faire pour se protéger des risques traumatologiques? Ce sont les accidents de la voie publique, par exemple, mais aussi les accidents traumatiques un peu plus classiques, avec la piscine dans l'hôtel et l'open bar le soir. On sait qu'on va être confronté à des risques traumatiques. Est-ce qu'il y a des événements justement à risque traumatologique? Est-ce qu'il y a des événements sportifs qui sont organisés dans ce cadre-là? Est-ce qu'il va y avoir une longue marche, par exemple, dans le sable ou dans le désert? Et même anticiper sur des risques qui peuvent être très bénins à l'échelon individuel, mais qui peuvent être beaucoup plus problématiques lorsqu'ils concernent un grand nombre de personnes, une communauté. Un bon exemple également étant l'événement organisé dans le désert, avec la soirée dans un campement de toile, autour du feu, avec le méchoui, et le lendemain, l'ensemble des participants qui sont immobilisés pour cause de gastro-entérite. Ce sont des grands classiques auxquels il faut penser, et il faut penser à s'en prémunir. Il faut ensuite reconnaître l'infrastructure locale, savoir quels sont les hôpitaux de référence, quelles sont les structures de secours et d'ambulance, et même connaître les éventuels médecins localement qui pourront se déplacer pour des consultations non programmées. Alors, il faut ensuite bien dimensionner le dispositif pour soins sur place. Lorsqu'un événement est organisé, tout doit bien sûr être fait afin qu'il puisse se dérouler sans le moindre problème, mais également afin que tous les participants puissent eux-mêmes en profiter au maximum sans avoir à perdre du temps à aller consulter un médecin à distance en cas de souci. Il y a deux éléments là à prendre en compte. Le dispositif qui est mis en place localement doit permettre aux participants de tout trouver sur place pour bénéficier de soins médicaux simples sans perte de temps. Et ensuite, ce dispositif doit être totalement invisible aux participants afin de ne pas générer d'inquiétude ou de ne pas impacter l'ambiance générale qui est voulue par les organisateurs. En effet, que ce soit un défilé de mode sur une île paradisiaque ou une assemblée générale problématique en Île-de-France, l'objectif va être que le dispositif de secours soit discret, mais qu'il puisse intervenir immédiatement en cas de problème.
En cas d'incident sûreté à proximité d'un événement, il est bien évidemment nécessaire d'en évaluer l'impact, afin de prendre des mesures qui permettront, si possible évidemment, de ne pas interrompre l'événement. Je voulais vous prendre l'exemple des manifestations d'octobre dernier à Barcelone qui ont éclaté suite au référendum sur l'indépendance catalane, parce qu'il s'agit d'un pays à risque faible, mais où l'impact pouvait être important. Un de nos clients organisait à ce moment-là un séminaire regroupant plus de 200 personnes dans un hôtel pour 3 jours. Des conférences étaient prévues, mais également des excursions et une visite de la ville. Nous avons donc travaillé avec le responsable sûreté et le responsable de l'événement de ce client afin de les tenir informés très régulièrement de l'évolution de la situation, d'effectuer une cartographie des lieux impactés par les troubles par rapport aux lieux visités, et nous leur avons permis de réorganiser le planning des visites sans avoir à interrompre leur programme. Nous avons également rédigé une note courte d'information pour les participants afin de les rassurer et en leur donnant les points de contact en cas de problème. Maintenant que nous avons vu ensemble les problématiques, Charline, Arnaud, quelles solutions proposez-vous pour réduire l'exposition au risque? Alors, aux problématiques qui ont déjà été évoquées vont répondre toute une série de mesures qui peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, donc, il s'agit de connaître l'environnement. Ça peut passer par une reconnaissance préalable du site, en réel ou à distance, sous forme de desktop audit, pour évaluer donc les structures et les réponses envisageables. Cet audit préalable va permettre de préparer un plan de réponse primaire et de définir des stratégies d'intervention et d'évacuation, avec la rédaction d'un document qui va servir aussi bien aux équipes d'intervention qui seront présentes sur place qu'aux organisateurs, et même éventuellement préparer un petit fascicule qui pourrait être remis à tous les participants et contenant des recommandations clés et des informations utiles. Ensuite, il s'agit d'identifier les moyens de secours locaux. Prise de contact préliminaire avec eux afin de les sensibiliser à la tenue d'événements, identification des personnes clés et des canaux d'activation, contact avec des moyens d'évacuation tels que des ambulances privées ou publiques, ou des médecins pour des visites ou des consultations non programmées, et enfin éventuellement contact avec les autorités locales pour les sensibiliser au fait que l'événement va se tenir chez eux. Enfin, pour les événements qui peuvent le justifier, il faut mettre en place un dispositif médical. Ça peut passer par la simple mise en place en stand-by d'une ambulance pendant toute la durée de l'événement, jusqu'à l'élaboration de tout un système comprenant des équipes médicales, des équipes d'infirmiers, du matériel médical sophistiqué et des moyens de transport afin de pallier à tout problème. Bien évidemment, le dimensionnement va être fonction du statut des participants, de la localisation géographique, du type d'événement, afin de dimensionner au mieux ce dispositif. En pratique, le modèle minimum, si l'on souhaite un dispositif médical, est mettre en place un médecin urgentiste équipé de son matériel qui pourrait être activé à tout moment par les organisateurs. Son rôle sera aussi bien d'effectuer des actes de médecine générale et donc d'assurer le confort des participants que d'intervenir en situation d'urgence pour des problèmes plus sévères pendant les 5 à 15 minutes qui vont précéder l'arrivée des secours d'urgence publics. Là également, une bonne analyse des structures locales va permettre de dimensionner ce dispositif. Enfin, il est crucial que ce dispositif puisse se reposer à tout moment sur le soutien distant d'un plateau d'assistance, fonctionnant bien sûr 24 heures sur 24. Ce plateau peut également servir de hotline pour les participants, mais surtout il permet de démultiplier la réponse de l'équipe présente sur place et de la décharger d'un grand nombre de tâches. En particulier, il va pouvoir coordonner la logistique, envoi des secours, organisation des transports ambulanciers, ou même parfois la réponse à apporter à un incident qui va survenir et impacter un participant à distance de l'événement, alors même que le dispositif de secours est présent sur le site de l'événement uniquement. Merci Arnaud, merci Charline. Le webinaire est maintenant terminé. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute question sur le sujet.